Et je vais vous entretenir d'un point finalement assez spécifique et un peu pointu en droit français, donc je m'excuse un peu pour les participants d'autres pays. Je vais essayer d'être le plus pédagogique possible euh, parce que je vais prendre des exemples tirés de la jurisprudence française assez récente. Le titre de mon intervention, c'est la multiplication des postes de préjudice est-elle gage d'une plus grande individualisation de la réparation, personnalisation ou individualisation, peu importe. Euh, Ici, mon point de départ va être l'évolution jurisprudentielle qu'a connue la Cour de cassation, qui a reconnu et qui a finalement intégré dans la nomenclature de nouveaux postes de préjudice qui n'étaient pas prévus dans le rapport d'Intillac tel qu'il a été rendu euh, en 2005. Alors, pour replacer le contexte, euh, la nomenclature d'Intillac, c'est donc la liste des postes de préjudice indemnisables en droit français qui est issue d'un rapport rendu en juillet 2005 sous la direction d'un conseiller à la Cour de cassation et qui a été rendu, alors jamais obligatoire, mais nécessaire par la loi de 2006 qui a prévu un recours poste par poste. C'est un peu technique, mais finalement, on a imposé une nomenclature. La loi a prévu qu'il devait y avoir une nomenclature et c'est la nomenclature d'Intillac qui s'est imposée. Et puis, une circulaire du ministère a insisté pour que ce soit la nomenclature d'Intillac. Il y a d'abord eu une résistance des juges administratifs, mais finalement, le Conseil d'État et les deux ordres de juridiction appliquent la nomenclature. Cette nomenclature prévoit une liste de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Il s'agit d'une liste ouverte, c'est-à-dire que depuis le départ, il était indiqué que il était indiqué qu'il s'agissait d'une liste indicative, une sorte de guide, mais qui pouvait évoluer avec le temps et accueillir de nouveaux postes de préjudice. Et la jurisprudence a reconnu de nouveaux postes de préjudice au cours des dernières années, des dernières décennies même, euh, deux préjudices sur lesquels je ne vais pas beaucoup insister, qui sont le préjudice d'impréparation. C'est le préjudice spécifique qui résulte dans le défaut d'information d'une victime. C'est la victime qui n'a pas été informée d'un risque en matière médicale. Le risque se réalise et le juge retient qu'il y a un préjudice d'impréparation. Elle n'a pas pu se préparer à l'éventualité de la survenance de ce risque. Et puis, il y a également le préjudice d'anxiété qui a été reconnu. C'est l'anxiété, l'inquiétude permanente de développer une pathologie grave. C'est après avoir été exposé généralement à l'amiante, mais ça peut être à d'autres substances, on a un risque de développer une maladie. On ne l'a pas encore développé, mais on a un risque de développer une maladie. Et l'anxiété développée par ce risque est indemnisable. Euh, Plus récemment, la Cour de cassation a admis, a reconnu officiellement deux autres postes de préjudice, c'est sur ceci que je voudrais insister, euh, qui ont été rendus à propos, ou en tout cas en ayant à l'esprit des événements collectifs de type attentat. Pas forcément dans les affaires, c'était pas forcément des attentats, mais la Cour de cassation avait à l'esprit des événements collectifs de type attentat. Un préjudice pour la victime directe, d'angoisse de mort imminente. C'est la victime qui est prise dans un accident, dans un événement collectif et qui est blessée généralement, mais souffre et se voit mourir malheureusement. La chambre mixte de la Cour de cassation a décidé de distinguer ce poste de préjudice des souffrances endurées auxquelles ce préjudice aurait pu être rattaché. Et puis, dans un autre arrêt du même jour, une chambre mixte a également reconnu le préjudice d'attente et d'inquiétude des proches. Ici, il s'agit des victimes indirectes. C'est les proches qui savent que une personne de leur entourage est impliquée dans un événement collectif grave du type attentat et qui n'ont pas de nouvelles de celle-ci pendant plusieurs heures, plusieurs jours, puisque les hôpitaux sont saturés et que la mission première est de soigner les gens, pas d'informer les proches. Et les proches demeurent dans l'incertitude pendant de longues heures, de longs jours, et cette attente et cette inquiétude euh, est indemnisée. Je voudrais montrer que ces deux postes de préjudice nouveaux euh, constituent une rupture méthodologique, parce que je présenterai d'abord les principes de la réparation tels qu'ils sont établis depuis le milieu des années 2000 et la nomenclature d'Intillac.
Et je voudrais confronter ces deux postes de préjudice à ces principes, car ils introduisent finalement une rupture méthodologique dans la manière d'appréhender le dommage corporel. Donc vraiment, on rompt avec ce qui était envisagé. Et enfin, j'essaierai d'expliquer pourquoi on a accepté cette rupture, pourquoi la Cour de cassation a accepté cette rupture, quelles sont les causes et quels sont les remèdes éventuels à cette rupture méthodologique. Alors, d'abord, pour revenir sur les principes de la réparation, très classiquement, moins classiquement, peut-être pour les juristes étrangers, on distingue l'événement, le dommage et le préjudice. Dans tous les systèmes, on va distinguer l'événement, le dommage. Euh, L'événement, ce sont les circonstances de fait durant lesquelles un dommage va survenir. Ce peut être un accident de la circulation, ce peut être un attentat terroriste, ce peut être un accident médical, etc. Cela peut constituer un fait générateur, éventuellement de responsabilité. Cet événement cause un dommage. Le dommage est distingué du préjudice en droit français. Alors c'est une distinction auquel tous les systèmes étrangers ne sont pas habitués. Mais le dommage a une perception médicale. C'est une appréciation médicale. C'est l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique. Euh, alors j'ai mis une photo d'une radio d'un bras cassé, mais c'est ça. C'est vraiment médicalement ce que c'est. Alors ça peut être psychique également. C'est plus difficile à symboliser, mais cela relève de l'appréciation médicale. Alors que le préjudice, ce sont les conséquences de ce dommage appréciées juridiquement. Et cette distinction entre dommage et préjudice a vraiment été à l'œuvre dans la nomenclature d'Antillac et même dans un rapport qui le précédait. Vraiment, il y a eu vraiment un effort pédagogique pour bien distinguer les deux. Euh, Certains dommages pourront rester non analysés lorsqu'il n'y a pas de fait générateur, lorsqu'on n'identifie pas un cas de responsabilité. Mais tout préjudice découle forcément d'un dommage. Et pour reprendre un rapport très connu, le rapport Lambert-Fèvre, on distingue le dommage qui relève du fait, et les dommages corporels sont des atteintes à l'intégrité physique ou psychique, et le préjudice qui relève du droit. Ce sont les préjudices des atteintes à des droits subjectifs patrimoniaux ou extra-patrimoniaux qui appellent une réparation. Euh, et euh, Cela se retrouve dans la nomenclature d'Antillac. Je présente ici les préjudices extra-patrimoniaux. La nomenclature d'Antillac distingue les préjudices patrimoniaux que je laisse de côté et les préjudices extra-patrimoniaux en distinguant entre les victimes directes et les victimes indirectes et en distinguant pour les victimes directes entre la période avant la consolidation et la période après la consolidation. Daniel l'a introduit dans son rapport sur l'importance de la consolidation au droit français à propos de la prescription, mais cela structure également la liquidation des préjudices. Et d'ailleurs, pour faire écho à une intervention de ce matin, on considère que la prescription pour un enfant, enfin un dommage d'un enfant mineur ou très jeune, intervient plutôt à la fin de la croissance, à sa majorité. Euh, Voici la liste donc des préjudices extra-patrimoniaux. Je ne veux pas rentrer dans le détail de chacun de ces préjudices. Certains parlent d'eux-mêmes, le préjudice sexuel, le préjudice esthétique. D'autres sont plus conceptuels, plus difficiles à définir, mais je voudrais m'attarder sur les deux postes de préjudice avec lesquels le préjudice d'angoisse de mort imminent ou le préjudice d'attente et d'inquiétude peuvent entrer en conflit ou doivent être distingués et dont on aurait pu imaginer les fusionner en fait avec des postes préexistants. Il s'agit d'une part des souffrances endurées pour le préjudice d'angoisse de mort imminente euh, qui concerne, je cite ici le rapport d'Antillac, toutes les souffrances psychiques, physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime durant sa maladie traumatique du jour de l'accident à la suite de la consolidation ou de son décès, si elle décède, des suites de l'accident. Alors c'est une définition presque tautologique, hein, puisque on définit les souffrances endurées par les souffrances, mais le but est de venir les compenser. Et on aurait pu imaginer, c'est ce que faisaient certaines chambres de la Cour de cassation avant les arrêts de 2022, mettre l'angoisse de mort imminente dans ces souffrances endurées. Et puis, d'autre part, le préjudice d'affection des proches. Ici, il s'agit, pour les victimes indirectes, du préjudice qu'elles subissent, du préjudice extra-patrimonial qu'elles subissent en raison du décès de la victime directe. Ces deux postes, on le voit, sont définis finalement de manière très large. Ils ont une définition qui est un peu, comment dire, un peu
voiture-balai, j'allais dire. C'est un peu tout ce qui ne rentre pas dans les autres postes de préjudice. Mais on aurait tout à fait pu en inclure ou continuer d'inclure les postes que je citais tout à l'heure, les nouveaux postes, dans ces postes de préjudice. Et on va voir que reconnaître le préjudice d'angoisse de mort imminente et le préjudice d'attente et d'inquiétude des proches constitue finalement une rupture méthodologique. On va mettre à mal finalement les principes qui guidaient jusqu'à présent la réparation du dommage corporel pour et reconnaître ces deux postes de préjudice. D'une part, il y a une forme de confusion entre le dommage et le préjudice. On a beaucoup de mal à distinguer dans ces hypothèses quel est le dommage et quel est le préjudice. Entre l'angoisse de mort imminente, qui est à la fois un dommage, c'est un dommage, une atteinte psychique, c'est le fait pour la personne de se voir mourir, c'est en même temps son préjudice. Il en va de même pour le préjudice d'attente et d'inquiétude des proches. Il est assez difficile de distinguer le dommage de l'attente et de l'inquiétude. Il est d'autant plus difficile pour les proches de distinguer que on est bien sur un préjudice très temporaire qui concerne uniquement la période d'attente. Ce ne sont pas les conséquences post-traumatiques. Parce que, évidemment, les proches peuvent subir des conséquences postérieures de l'attente et de l'inquiétude et de l'événement qui a été subi. Subir un stress post-traumatique, refuser elle-même de sortir dans le futur. C'est pas ça que ce préjudice vient compenser. C'est vraiment le temps spécifique d'attente qui a duré quelques heures, quelques jours au maximum. Voire même, cela confond le dommage et le préjudice, voire même cela se confond avec l'événement lui-même, qui est un état d'incertitude pour les proches, ou bien un événement qui conduit de manière inéluctable au décès pour la victime. Euh, alors, on peut expliquer l'émergence de ces deux postes de préjudice par un enchaînement de facteurs, on va dire, d'ordre presque politique. Euh, il y a d'abord eu, dans d'autres hypothèses, notamment des accidents collectifs, quelques juridictions du fond de première instance, voire des accords amiables qui ont reconnu des préjudices un peu spécifiques, un peu extraordinaires pour les victimes d'accidents collectifs, d'événements collectifs. Et puis, à propos des attentats, les avocats ont plaidé pour la reconnaissance de préjudices spécifiques. Et puis, un rapport dirigé par une collègue universitaire en 2016 a proposé l'indemnisation de préjudices dits situationnels d'angoisse des victimes directes et de proches. Et il y a un lien très direct entre la jurisprudence de la Cour de cassation de 2022 et ce rapport, avec des préjudices dits situationnels. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un préjudice situationnel? Alors, ça renvoie à la situation, quand on lit le rapport, suivi par la victime. On ne sait pas trop à quoi ça s'oppose, euh, mais c'est lié vraiment à la situation de la victime. Et le rapport insiste pour dire que ces préjudices ne s'apprécient pas après une évaluation médicale. Il n'y a pas d'évaluation médicale pour évaluer ces préjudices. Quand on lit le rapport, alors l'auteur rappelle au début la nécessité de maintenir une évaluation in concreto, on rappelle son attachement à l'évaluation in concreto, mais en fait quelques lignes plus tard, euh, tempère son propos, voire il fait exception, en nous disant que cette approche doit être combinée avec une conception du préjudice de angoisse qui doit être faite de manière objective. Finalement, il y a une forme de contradiction entre dire je fais une évaluation de concreto, puis finalement je ne prends que des éléments objectifs, je ne m'attache finalement pas à la subjectivité de la victime, à l'altérité des victimes entre elles, qui ne vivent pas les choses de la même façon. Or, et c'est renforcé par les critères d'évaluation qui sont proposés, qui sont des critères effectivement objectifs, une durée d'exposition à une situation, une proximité avec le danger, et puis des circonstances particulières qui peuvent être la présence de proches dans le même événement, etc. Pourtant, on le sait, deux victimes placées exactement dans une même situation, exactement au même endroit dans la salle de concert où un attentat est en train de se dérouler, euh, ne retiendront pas de l'événement, si elles y survivent, ne retiendront pas les mêmes bruits, les mêmes dangers, n'auront pas la même perception, et les manifestations post-traumatiques seront radicalement différentes. Ce ne sera pas d'une victime à l'autre, les conséquences médicales, l'atteinte psychique, elle est radicalement différente. Même si elles subissent le même événement, elles ont un psychisme propre et les conséquences seront variables d'une victime à l'autre. Or, on nous propose une évaluation par rapport à
une durée de l'exposition et une proximité avec le danger. Et on nous le dit bien que dans ce rapport, que plusieurs victimes placées dans une même situation pourraient être indemnisées sur la même base, alors même que les conséquences pour celles-ci ne seront pas identiques. Il y a donc une vraie rupture entre la méthodologie construite autour de la nomenclature d'un TIAC et les deux nouveaux postes de préjudice. Et rupture qui va bien au-delà de ce que prévoyait la nomenclature où on pouvait inclure de nouveaux postes de préjudice. C'était pas ça la question. C'est pas le principe d'inclure de nouveaux postes de préjudice. C'est la manière dont ceux-ci sont appréhendés qui constitue une rupture. Alors, pourquoi y a-t-il eu une nécessité de reconnaître deux postes de préjudice nouveaux? Alors, c'est presque une analyse moins juridique que peut-être méta-juridique ou presque de la science politique, mais pourquoi a-t-on reconnu ces deux postes de préjudice? D'abord, il y avait, je pense, euh, des contraintes fortes qui pesaient sur les postes de préjudice initiaux, les souffrances endurées et le préjudice d'affection. Et je pense que les limitations propres à ces deux postes de préjudice font que pour échapper à ces limitations et à ces contraintes, on a créé deux postes de préjudice qui échappent finalement à la manière dont on envisage habituellement les souffrances endurées et le préjudice d'affection. Euh, alors, ces contraintes tiennent d'abord à une forme de barémisation des préjudices extra-patrimoniaux, une barémisation qui est d'abord médicale pour les souffrances endurées, puisque généralement un médecin expert est amené à se prononcer sur les souffrances, fait une cotation en France de 0,5 à 7, euh, très classiquement, avec souvent d'ailleurs, pour mesurer la souffrance, on prend en compte les interventions chirurgicales, les traitements médicaux qui ont été subis, les hospitalisations, mais c'est un peu insuffisant par rapport au type de dommage que l'on voulait prendre en compte. Et puis, qu'il s'agisse des souffrances endurées ou des préjudices d'affection, il y a des référentiels d'indemnisation qui existent, qui certes ne constituent pas l'alpha et l'oméga de l'indemnisation, puisqu'on peut aller au-delà, mais tout de même qui contraignent le juge euh, ou le régleur dans ce qu'il peut faire, dans ce qu'il veut faire, et même s'il va au-delà, il va un peu au-delà, il ne multiplie pas par 10 les montants proposés. Et exceptionnellement, il va proposer, je sais pas, le double, mais il va pas sortir complètement des conceptions qui existent. Euh, et seconde cause, à mon sens, à l'émergence de ces postes de préjudice, cela tient, et cela va recouper avec ce qui a été dit ce matin, avec la manière dont on appréhende les atteintes psychiques. Et il y a une vraie difficulté, je pense, en France, à apprécier médicalement et à séparer le dommage du préjudice pour les atteintes psychiques. D'une part, on a des barèmes médicaux qui ont été construits pour des événements accidentels, involontaires et individuels. Les infractions pénales volontaires, les événements collectifs n'étaient pas vraiment à l'esprit des personnes qui ont conçu ces barèmes. Et ce sont des barèmes qui sont d'ailleurs principalement centrés sur les atteintes physiques, avec une très forte limitation sur les atteintes psychiques, où on ne dépassera pas jamais les 40% d'IPP, même dans les situations les plus graves. Cette difficulté d'appréhension des atteintes psychiques provient aussi probablement d'une forme de méfiance à l'égard des victimes, puisque euh, on va finalement beaucoup se baser sur leurs témoignages, sur leurs récits, plus que sur un examen physique où on pourra constater que l'épaule ne bouge pas correctement. C'est beaucoup plus difficile pour les atteintes psychiques. Il faut beaucoup plus se fier au récit de la victime. Et il y a peut-être une forme de méfiance qui peut exister. Et cela conduit à finalement une forme de confusion entre le dommage psychique et les préjudices extra-patrimoniaux. Alors que cela peut être très différent. D'ailleurs, on l'a vu ce matin dans l'intervention du docteur Boujard, mais qui nous montrait comment un dommage psychique pouvait avoir des répercussions physiques. Et ici, le point de départ, il est psychique. Et on le confond finalement avec les préjudices qui ont des. Je voudrais conclure sur un paradoxe euh, qui est finalement autour de la barémisation, qui est pour échapper à la barémisation qui tient aux souffrances endurées, aux préjudices d'affection, on a reconnu de nouveaux postes de préjudice. Mais finalement, ces nouveaux postes de préjudice sont eux-mêmes indemnisés selon une logique de barème. Alors de barème sur des critères très différents.
Ce sont plus des barèmes sur une atteinte physique, mais ou sur une gravité médicale, mais sur les circonstances de l'événement, finalement, sur la durée d'un événement, sur la proximité de la victime avec l'événement. Pour conclure sur une nécessité, en France en tout cas, c'est de repenser les atteintes psychiques et d'en faire de vrais dommages corporels et finalement leur appliquer tout simplement la nomenclature. Parce que ce qui donne lieu à un préjudice d'attente et d'inquiétude peut tout à fait se retrouver dans une application plus simple de la nomenclature si on arrive à identifier correctement le dommage. Et je pense qu'il y a un vrai focus à avoir sur cette question. Je vous remercie.